Petite heure avec Hannah Arendt. Voilà, j'ai pris des documents et des interviews sur les chaînes de télévision anglo-saxonnes et Internet, bien sûr, allemande et anglaise, puisque je parle les deux langues. Donc, notamment quelques éléments d'un entretien de 1964 où elle ne se considère pas comme une philosophe, mais comme une théoricienne politique. Elle est tout le temps rangée comme philosophe, alors qu'elle-même réfutait cela. Alors, que dire de Hannah Arendt? C'est une personne non corruptible, quoi qu'il arrive, et elle exprime son point de vue, peu importe les conséquences. Alors, son ouvrage le plus connu, c'est Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Éléments et origines de la domination totale. C'est un ouvrage de 1000 pages et très fortement aussi lié à sa biographie. Elle est née à Hanovre, le 14 octobre 1906 et elle est morte le 4 décembre 1975, je crois aux États-Unis. Je n'ai pas vérifié, mais comme elle était de nationalité américaine, elle a dû mourir là-bas. La mère était protestante et le père juif. Donc là aussi, c'est une erreur en la désignant comme juive, puisque chez les juifs, c'est la mère qui donne la religion et non pas le père. Elle a appris qu'elle était juive sur le chemin de l'école et bon, ça l'a un peu marqué puisque ses parents n'étaient absolument pas pratiquants. Elle avait une meilleure connaissance du protestantisme que du judaïsme. Donc, comme je viens de le dire, elle est issue d'un milieu non religieux extraordinaire. À 14 ans, elle lit Kant. Alors, Kant, c'est déjà difficile à comprendre. Je pense qu'elle n'a pas tout compris, évidemment. Mais c'est incroyable qu'une enfant de 14 ans, une préadolescente, lise ce grand philosophe des Lumières allemandes. Elle passe son temps donc à faire des études, elle a de l'avance et ainsi de suite. Et à 18 ans, elle va à Marbourg. Donc l'abitur allemand, c'est à 19 ans, alors donc elle a un an d'avance. Et elle devient élève de Heidegger. Alors, Heidegger dira plus tard que Hannah a été la grande passion de sa vie. Pour se payer des études, elle travaille aussi comme journaliste et elle observe la montée de la dictature nazie. Ce n'est pas une personne qui a froid aux yeux. Elle comprend que le Parti communiste russe, en 1917, était composé de 80 000 juifs et que la révolution soviétique, c'est une révolution juive. Or, qu'ont fait ces juifs? Ils ont quand même, même si c'était des juifs non pratiquants, mais ils ont massacré les Cosaques, l'église orthodoxe russe, et la guerre civile qui en a suivi a fait des millions de morts. Et évidemment, comme tout le monde le sait, ils ont dépossédé les classes supérieures, aristocratiques et bourgeoises russes de leurs biens. Que comprend Hannah Arendt? C'est que les Allemands, vu ce qui vient de se passer, la guerre de 14-18 et la crise de 21 à 23, où le Deutschmark ne valait plus rien, pourraient être séduits
les classes dépossédées par cette révolution russe. Mais il y a une autre partie de l'Allemagne qui réfute tout ça et qui a peur de voir le peu qu'elle possède volé par les communistes. Donc il faut bien voir le contexte de la montée de l'antisémitisme, qui est lié aussi au protestantisme, puisque Luther a préconisé de massacrer tous les juifs d'Allemagne. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, sur Wikipédia, des juifs et de leurs mensonges, et vous comprenez que l'Allemagne, qui est quand même aux 2/3 protestante, a connaissance du message de Luther, et Luther a mis en place non plus de l'anti-judaïsme, mais de l'antisémitisme en quelque sorte. Donc il y a tout ce contexte qui est aussi, je termine là-dessus, vers 1850-1860, des Juifs ont commencé à débarquer des pays de l'Est à cause des pogroms, parce que il faut dire ce qui est, l'Église catholique de Pologne et puis les églises orthodoxes avaient quand même la haine du Juif, et ces Juifs ont été chassés et se sont réfugiés en Allemagne et en Alsace. Donc, forte population de Juifs qui arrivent, et de ce fait-là, montée de l'antisémitisme, puisque ces gens-là parlaient le yiddish. Je le comprends, je suis germanophone, je parle un peu l'hébreu et ainsi de suite, et c'est un mélange de polonais, d'allemand, de mots hébreux, et ils parlent cette langue qui vient d'Europe de l'Est, et ils vivent en communauté, ils refusent de s'intégrer. Donc tout ça, ça fait un cocktail assez explosif qui fait que pour avoir le pouvoir pour les nazis, il suffit de nommer un bouc émissaire en disant voilà ce que ces juifs sont en train de faire en Russie. Ils ont volé toutes les terres comment dire, de l'aristocratie russe et de la bourgeoisie. Ils les ont réduits complètement à l'état de clochard. Ils se sont tous enfuis en Europe. Il y en a plein les rues à Berlin, il y en a plein les rues à Paris. Vous leur demandez qu'est-ce que vous faisiez avant. On était comte, on était prince en Russie, on avait une usine et tout, et la révolution bolchevique nous a tout pris. Je ne dis pas que le nazisme, évidemment, est justifié. Moi, j'essaye juste de comprendre un contexte historique qui a fait qu'on en soit arrivé là. Et Hannah Arendt, c'est une personne qui ne recule devant rien, et elle n'est pas prête à faire des concessions aux Juifs de Russie et autres parce que son père est juif. Donc elle explore, voilà, objectivement ce phénomène historique. Alors, elle dit dans l'interview de 64, mais aussi ailleurs, que le plus dur ne fut pas le développement politique du nazisme pour elle, mais l'évolution de ses amis et de ses proches, qui, au fur et à mesure que le nazisme se développait, ont commencé à ne plus lui parler, à prendre leur distance. Et c'est là où, plus tard, dans les années 60, elle commencera à récuser aussi le fait d'être philosophe. D'après elle, dans ce qu'on appelle la philosophie politique par rapport à la philosophie de la nature, il y a une tension entre l'homme et son milieu, entre la philosophie, qui est la recherche de la sagesse, et la politique. Le philosophe, comme les autres hommes, est face à la nature, mais il parle au nom de l'humanité dans le cadre de la philosophie politique. Le problème, dit-elle, je cite, le problème personnel n'était pas nos ennemis, ni ce qu'ils tramaient,
Mais ce que nos amis faisaient, c'était comme si un espace se vidait autour de nous. Ce qui est essentiel pour moi, dit-elle, c'est qu'aucun homme ne se connaît. Ce qui est essentiel aussi, la deuxième chose qu'elle répétera toute sa vie, ich muss verstehen, je dois comprendre. Comme personne ne se connaît, eh ben, il faut que je comprenne comment ça se fait que des gens d'un pays finalement très développé, l'Allemagne était le phare mondial du développement, comment un tel pays avec autant de gens quand même qui savent lire et écrire, etc., euh, bascule aussi facilement dans la tyrannie. L'écriture pour Hannah Arendt fait partie du processus de compréhension. Quand les autres êtres humains comprennent la même chose que moi, je peux obtenir, dit-elle, un sentiment de paix, de retour à la maison. Mais si les autres ne parlent plus la même langue que moi, eh ben j'obtiens des retours de bâton en quelque sorte. À partir de 1931, je saute quelques années, je reviendrai un peu en arrière après. Elle a 24 ans et elle est convaincue que les nazis arriveront au pouvoir. Elle se fait arrêter et interroger et pour des activités journalistiques. Et le policier, l'inspecteur ou le commissaire qui l'interroge, finalement la relâchera parce qu'il est fasciné par son intelligence. Elle dit qu'en fuyant, elle a eu une satisfaction. Elle ne veut pas être sioniste pour le moment, à cet âge-là, hein, en tout cas. Et elle se dit qu'elle n'aurait pas pu agir en souterrain. Elle va faire une thèse sur Saint-Augustin, parce que, comme beaucoup de philosophes allemands, elle ne se contente pas d'étudier la philosophie, mais elle a aussi fait des études de théologie. Elle comprend la Bible, elle est, je vous dis, dans un milieu protestant, et elle va faire sa thèse donc sur Saint Augustin, qui est le saint préféré des protestants, parce que Martin Luther était moine augustinien, et elle va réfléchir sur ce que l'augustinisme a apporté à l'Occident et ainsi de suite dans sa thèse. Une thèse tout à fait classique en fin de compte. Après, elle va donc tomber amoureuse de Heidegger et ils vont avoir des relations physiques, charnelles, spirituelles et ainsi de suite. Et ces deux êtres vont se croiser, se recroiser toute leur vie. Et comme je l'ai dit avant, Heidegger va dire que Hannah est la passion de ma vie, mais elle-même va être ambiguë. Elle va sans arrêt rechercher son contact, mais le fait que Heidegger il a été pro-nazi pendant la guerre va quelque part la rebuter. Pardon. Alors, elle va écrire un livre qui s'appelle La Vita Activa. Et elle, là-dedans, dans cet ouvrage, elle pense qu'il y a trois sortes d'activités. La production primaire du paysan, et ça c'est la première activité, euh, c'est tout le travail des processus biologiques. Nous devons aussi cuisiner, euh, donc planter des, planter des choses, aussi tuer des bêtes, et ainsi de suite, pour les transformer et pour pouvoir manger. Ça, c'est le travail en quelque sorte primaire. Après, ben, il y a la fabrication dans la manufacture, qui est la transformation par rapport à des produits premiers ou seconds. Et c'est les usines, c'est la révolution industrielle.
ça engendre tout un tas de manières de penser et d'être au monde. Et enfin, le commerce. C'est la seule activité humaine de la vita activa, laquelle se passe le plus souvent de la médiation de la matière, des matériaux, et où les choses se passent directement entre les gens. Alors, le commerce, évidemment, en allemand dit Handlung. Handlung, c'est aussi la négociation, mais ça peut aussi vouloir désigner les négociations politiques. La politique fait partie donc de la Handlung. C'est une forme de commerce, mais c'est un commerce évidemment avec des mots. Mais le but, c'est de gérer une société, etc. Donc, gérer l'armée, gérer l'éducation, etc. C'est aussi une sorte de forme de commerce. Alors, Aristote pensait que l'homme était un animal social qui ne peut s'épanouir qu'avec les autres. Et la plus haute forme d'épanouissement, d'après Hanna, est le bien commun. Agir et parler ouvrent, déploient respectivement les gens en leur montrant qui ils sont et la particularité de leur être. Je cite ce qu'il y a dans ce livre. Alors, en 1931, elle fuit à Paris. Elle apprend le français, qu'elle parlait d'ailleurs bien. Et elle suit des cours de grammaire. Elle trouve que la langue est complexe sur le plan de la grammaire et ainsi de suite. Mais elle en fait tous les jours et tous les jours. Et évidemment, au bout de 9 ans, elle parle correctement le français. Elle a une vie assez pauvre parce que ses diplômes ne sont pas vraiment trop reconnus en France. Mais elle s'en sort par différents travaux. Mais elle voit côté allemand que, évidemment, Hitler s'empare du pouvoir, la nuit de cristal, toutes ces choses-là, elle les suit de près. Et elle est avec sa mère et elle se dit que ça commence à craindre. N'oubliez pas le contexte de ces gens. Hannah était en Allemagne entourée de gens, de filles de son âge et tout, qui avaient perdu leur père au front, leurs frères, leurs cousins, et ainsi de suite. Et ils avaient connu après une grande détresse et misère sociale. Donc il y a tout ce contexte qui l'a fait réfléchir sur le fait que Hitler puisse arriver au pouvoir. Elle en est convaincue dès 1931, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'Allemands d'ailleurs à cette époque. Alors, il faut savoir qu'en 40, je reviendrai peut-être sur cette période d'avant la guerre, mais en 40, elle est de nouveau internée. Elle fuit au Portugal, puis aux États-Unis. En 41, elle apprend qu'il y a des camps de concentration, d'extermination, mais elle ne le croit pas. Comment croire qu'une chose pareille puisse arriver dans la patrie de Kant, de Hegel, de Leipzig et d'autres personnes, de Schopenhauer, de Nietzsche, et tous ces philosophes allemands qui ont porté la pensée très très loin. C'est pas possible que ça puisse arriver. Ah ben, même de Heidegger et de tous ses amis, Karl Jaspers, qui est son grand ami, avec qui elle a fait sa thèse de doctorat, puisque avec Heidegger, ça s'est un peu mal passé. Après, ils se sont un peu disputés. Et puis après, elle est allée terminer sa thèse avec Karl Jaspers. Ce sont tous des gens, Heidegger, Jaspers, Hitler, qui sont quasiment nés la même année. Donc vous voyez sur une génération ce que ça peut donner. Hein. Jaspers dira après la guerre, on ira l'interroger, c'est un des 10 plus grands intellectuels du XXe siècle. Mais comment ça se fait
qu'un pays aussi développé, aussi intellectuel, aussi brillant, puisse avoir engendré de telles monstruosités. Réponse de Jaspers, toute la racine de ce mal vient du protestantisme. Je pense que Hannah Arendt pensait la même chose, puisque, comme je vous l'ai dit, les deux sont restés avec Heidegger aussi en relation toute leur vie. Hannah Arendt écrivait à Jaspers, et après la guerre, ils se sont retrouvés. Et donc, c'était vraiment des amis très, très forts. Alors, on en revient au fait qu'elle ne se résigne pas. Elle écrira toujours « Ich will verstehen », je veux comprendre. C'est son leitmotiv. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle interprète le nazisme? L'homme moderne, dit-elle, vit dans la société de masse où il se sent remplaçable. Il n'a plus d'identité. C'est cela, l'abandon qu'il ressent. Il se sent abandonné, cet homme-là. Ce qu'il faut savoir, entre 1750 et 1910, la population allemande passe de 6 à 65 millions de personnes. En très peu de temps, en fin de compte. Alors, dans les masses, excusez-moi. Alors, les masses, dans les villes, elles se sentent désespérées et la haine contre les gens épanouis, elle augmente parce qu'avec une telle masse de population, au XIXe siècle, il y a quand même une certaine misère. Et surtout, le désespoir augmente après 1918. Inconsciemment, beaucoup d'Allemands se sont dit comment en est-on arrivé là, à un massacre pareil, il y a une défaite pareille avec autant d'habitants. Il y a le traumatisme qui est encore aujourd'hui très vivant de la crise de 21 à 23 et bien sûr de la crise de 29. La vie devient instable et les vies professionnelles sont brisées. L'idéologie, soit communiste ou national-socialisme, finalement, c'est des socialismes, c'est des espèces de théories de masse, et les buts sont plus ou moins les mêmes. Hein. C'est donner le bonheur à la masse et le pouvoir, et ainsi de suite. Donc, un nouveau sens à la vie apparaît. On a une promesse de grand Reich, un peuple soudé. Le communisme, c'est à peu près la même chose. Se débarrasser des classes dominantes et donner le pouvoir au peuple. Voilà la promesse du communisme. Mais pour cela, d'après Hannah Arendt, il faut renoncer à sa propre pensée. On peut alors dire que la force vitale de l'humanité a décru dans la mesure où l'on a renoncé à penser. Donc, on pense dans ce type de régime que tous ceux qui font partie du même peuple, pour les nazis, c'est ça, sont liés par un pacte de sang. Les communistes, on peut être lié par un pacte de camaraderie. C'est un peu les mêmes systèmes de fonctionnement. Et ils fournissent une explication finalement simpliste et totale du monde. Éliminer une classe ou l'autre, ou une sous-espèce, peu importe, c'est le même principe, c'est arriver au bonheur de l'homme. Ce qui nous a gênés d'arriver au bonheur jusqu'à présent, c'est de la faute de la bourgeoisie, des aristocrates, des juifs et je ne sais de qui. Et donc il y a un complot contre l'humanité, il suffit d'éliminer le complot, ça y est, c'est réglé, et ce sont des lendemains qui chantent,
et une race qui domine, et si tu fais pas partie de la race dominante, eh ben, tu es dans le bon lot. Alors, il faut éradiquer les prêtres, les juifs, les réactionnaires et tout ce qui me gêne. Pour ces deux régimes, il y a toujours eu des luttes de classe et de race, et maintenant, le problème va être réglé par le parti. Ils nomment tous ces partis, qu'ils soient communistes ou nazis, tous ceux qui empêchent d'atteindre cet objectif, et il faut les exterminer. Il faut donc toujours aussi fabriquer de nouvelles classes sociales pour que ces classes sociales puissent dominer sur les autres. C'est un vieux principe de l'humanité, c'est que mon bonheur ou ma paix intérieure ne peut venir que quand j'ai éliminé quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un a un malheur, je change de trottoir, je ne lui parle plus. Donc, en quelque sorte, je l'élimine. Et comme ça, moi, je m'en sors. Ça m'a toujours fait rire, toutes ces vidéos qui disent qu'il faut s'éloigner des gens toxiques. Alors, on s'éloigne des gens toxiques, mais comment est-ce qu'on s'en éloigne? C'est en quelque sorte en les exterminant de sa vie. Donc, on fait son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Ou au moins sur l'ostracisation. Alors, il s'ensuit que éradiquer ces parasites de la vie des peuples est une action salutaire. D'où un discours pseudo-scientifique. Les races inférieures ne doivent pas être autorisées à se reproduire pour le bien du corps social. Les communistes ont le même genre de discours. Il y a juste les mots qui changent, mais c'est le même principe. Hein. N'oubliez pas que les communistes tout poil, que ce soit Mao ou le Vietnam ou le Cambodge ou n'importe quel pays, ils ont massacré des millions et des millions et des millions de chrétiens. On parle toujours du massacre des Juifs, d'accord? Ça, c'est incontestable. Mais je dirais que les chrétiens ont été massacrés 10 fois plus depuis 1945 jusqu'au milieu du XXIe siècle. Il n'y a qu'à voir le sort des chrétiens dans les pays musulmans et en Corée du Nord et même dans certains pays d'Amérique latine. Alors, donc, la terreur est l'essence de la domination totale. Les socialistes l'ont violemment critiqué, cette théorie qui dit que la terreur est au centre de ces systèmes, parce que, d'après eux, Hannah Arendt met le nazisme et le communisme dans le même panier. Cependant, la visée du communisme serait ou est la paix perpétuelle. Le nazisme, c'est la domination de la race germanique. C'est pas tout à fait pareil, mais les deux vont chercher les gens jusque dans leur vie intime et on est exécuté ou jeté en prison pour rien, pour une phrase mal dite, pour un courrier écrit à quelqu'un. Les communistes ont jeté des millions de gens en prison. Donc, l'homme pris dans ce système ne peut plus décider pour lui-même. Je reviens quelques secondes à la Vita Activa. Donc cette réflexion sur le travail, je le rappelle, il y a le travail de la terre en quelque sorte, la fabrication, la manufacture et le commerce, qui comprend aussi la politique. C'est important parce que tous ces systèmes de terreur, ça tourne beaucoup autour du travail, que ce soit pour les nazis ou pour les communistes. La fabrication, dit Arendt, accompagne l'homme sur longue durée
le commerce peut se passer de matière, c'est un pur échange. Et dans la police, selon la police, la cité, hein, selon Aristote, l'objectif est le bien commun. Bon, Hannah Arendt est critiquée car elle hiérarchise les activités, enfin on lui reproche ça, hein. Le travail est sous les deux autres activités et ça c'est scandaleux pour les communistes, même pour les nazis. En tout cas, bon, c'est surtout après la guerre que ce sera lu. Et comme les communistes vont survivre à la guerre, ce sont eux essentiellement qui critiqueront. Alors, dans l'Antiquité, remarque-t-elle, hein, il y a le marchandage qui a une très haute valeur sociale. Le Moyen Âge, c'est plutôt l'artisanat. Et elle remarque que suivant les sociétés, les valeurs ne sont pas les mêmes en ce qui concerne ces trois manières de s'organiser de l'homme. Mais comme l'avait remarqué Simone Weil, déjà dans la condition ouvrière, c'est que l'homme moderne, il est pris dans la masse. Et si l'artisan maîtrisait le contrôle de ce qu'il faisait, il fallait un savoir-faire, eh bien l'ouvrier n'est plus qu'un rouage dans la masse, ce qui fait qu'il sombre dans l'anonymat. Et avec le nazisme et le communisme, il redevient en quelque sorte quelqu'un. Lorsque les apprentis dictateurs auront compris ça, il y a plus d'une centaine d'années par rapport à nous, eh bien, ils sauront parler aux masses en disant mais toi, tu es l'ouvrier d'usine, tu es important, tu es quelqu'un, et on va le nommer commissaire politique, on va le nommer, je ne sais pas moi, gradé dans l'armée et ainsi de suite, et le gars va se sentir de nouveau quelqu'un. Et on va procéder comme ça pour le recrutement des SS, qui sont des gens mal formés, souvent des abrutis, et d'un seul coup, du jour au lendemain, on va leur donner l'opportunité d'être quelqu'un. Alors, après la guerre, Hannah Arendt, comme vous le savez, va parfaire ses études sur le totalitarisme grâce à la capture d'Eichmann. Eichmann est un bonhomme qui, en quelque sorte, c'était le responsable de la SNCF en ce qui concerne les transports de marchandises, dont faisaient partie les chars, les canons et les juifs. C'est comme si on transportait des animaux. Donc, il faisait très très bien son boulot de fonctionnaire et elle va être envoyée par le New Yorker pour couvrir un peu ce procès de ce bonhomme qu'on a retrouvé, alors je ne sais plus, c'est en Argentine, je crois, et que les services secrets juifs ont enlevé pour le ramener à Jérusalem et pour le juger. Donc Eichmann était le responsable des transports et il avait fui en Argentine. Hannah Arendt, qui est donc journaliste, je viens de le dire, au New Yorker, elle va contredire l'expression de Ben Gourion lorsqu'ils vont le ramener vivant. Maintenant, nous tenons le monstre. Arendt, dès les premiers moments du procès, elle va dire « Ah ben non, c'est pas un monstre, c'est un pauvre gars ». Et la justice israélienne veut faire passer Eichmann pour un pervers. Et voilà, dit Arendt, on n'a pas affaire à un monstre, mais ce qu'on appelle tous, en alsacien aussi d'ailleurs, et en luxembourgeois, enfin, dans toutes les langues germaniques, même en Suisse, un Hanswurst. Hans, c'est Jean, et Wurst, c'est saucisse, un Jean saucisse.
c'est-à-dire un bouffon, un polichinelle. Euh, il se défend dans l'accusation de ne rien avoir contre les Juifs. Il n'a fait que son travail de fonctionnaire des rails allemands, de la SNCF, quoi. Et il dit, mais j'ai jamais tué de Juifs de ma vie, ni aucun homme, ni donné l'ordre de tuer qui que ce soit. À un moment donné, un témoin l'accuse d'avoir battu à mort un enfant juif lors d'une visite de camp. Eh bien, c'est la seule fois où il panique. Et pourquoi est-ce qu'il panique? Parce que euh, ça s'avérera plus tard faux. L'accusation a cherché à lui attribuer des meurtres et des choses comme ça, mais hélas, mais, dit Arendt, c'est un meurtrier bureaucratique de masse. Le meurtrier moderne, c'est plus un barbare qui va tuer avec une épée ou brûler une chaumière avec des enfants dedans, c'est quelqu'un qui organise les trains. Il ne relate que son travail administratif lors du procès. Sa seule ambition, il ne faut pas que des wagons vides repartent d'Auschwitz ou d'un autre camp. Dans le sens où il faut remettre des troupes dedans, des munitions, des chars, je ne sais pas quoi, des vivres pour l'armée, mais il ne faut pas qu'il y ait du temps perdu, et ni des wagons perdus, bien sûr. Et donc, ce n'est pas démoniaque, c'est juste le refus de se poser la question, euh, qu'est-ce qu'il en est arrivé de l'autre? Ce qui est terrifiant, c'est que lui, comme beaucoup, étaient effroyablement normaux. Voilà ce que dit Hannah Arendt. Eichmann savait. 1942, il a participé à la conférence de Wannsee, mais il dit qu'en tant que petit fonctionnaire, d'après lui, il n'avait aucun moyen de s'y opposer. Il n'avait pas mauvaise conscience, car il s'est interdit de réfléchir à la possibilité de décider si le transport des Juifs était juste ou pas. C'est pas ma décision. Mon boulot, c'était le transport, ça s'arrête là. Euh, Personnellement, comme je parle l'anglais et l'allemand, euh, j'ai écouté parler Eichmann. C'est vraiment un type, comme on dit, on, on pourrait discuter avec lui au café du commerce. Et il ne parle pas, il n'est pas émotif. Il dit, bon, écoutez, j'ai juste fait un boulot de bureau, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dans un certain sens, le plus pénible dans la réflexion, voilà ce que dit Arendt, qui le concernait, c'est que la prédestination pour lui d'être un bourreau majeur de toutes les époques, eh bien, il n'arrivait pas à s'y faire. Hein. Il avait pris une telle distance avec la réalité et l'irréflexion puissante causait plus de mal que toute la méchanceté dont l'homme est capable. Voilà la leçon à apprendre de Jérusalem. C'est là que réside l'horreur du mal et en même temps sa banalité. Cependant, Eichmann explique que sans les conseils juifs créés par Heydrich en 1939, il n'aurait pas pu déporter autant de juifs. Soit sans les rabbins de l'époque, soit sans une personnalité reconnue de la communauté juive. Durant 2 ans, ces gens-là devaient fournir des informations aux autorités sur les juifs.
C'est eux qui devaient distribuer les étoiles à l'époque. Mais à partir de 42, lorsque l'extermination est décidée à la conférence de Wannsee, eh bien, tous les noms des Juifs doivent être connus, et ces gens-là, ils font du zèle. Donc, c'est des Juifs qui dénoncent d'autres Juifs, bien sûr. Hein. Et Arendt continue sur son leitmotiv, Ich will verstehen. Il existait une police juive des ghettos qui collaborait activement avec les Allemands. Certains Juifs disent que sur le chemin des camps, ils n'ont vu que des Juifs les encadrer. Donc on collabore. Alors si les Juifs avaient été sans leader, le nombre total des victimes aurait atteint à peine les 4,5 millions et difficilement. Voilà ce que dit Hannah Arendt. Si les Juifs n'avaient pas collaboré, eh bien les nazis auraient dû embaucher 100 000 hommes de plus du front pour tous les retrouver. Le responsable, d'ailleurs, pendant le procès du Conseil juif de Budapest, est insulté et traité par d'autres juifs comme meurtrier. Il s'appelle Freudiger. Freudiger, c'est la joie, quoi. Hein, c'est pas la joie, là. Freudiger. Ceux qui ont fui, 50% ont été repris, de toute façon. Bon, c'est un argument débile, parce que 50% se sont quand même enfuis. Arendt, elle dit que l'effondrement moral total que les nazis ont provoqué dans toute l'Europe n'a pas eu lieu seulement chez les bourreaux, mais aussi chez les victimes. Imaginez-vous de dire ça. Arendt va se faire insulter par des gens du nouvel État d'Israël qui vient de se créer. Mais elle dit, je m'en fiche, l'important c'est la vérité, ich will verstehen, je veux comprendre. Et donc, de retour en Amérique après ce procès, elle reçoit des milliers de lettres d'insultes de la part des Juifs du monde entier, mais aussi de gens de gauche, de la France et je ne sais pas trop d'où, mais et on l'accuse d'avoir banalisé l'Holocauste. Son beau-père, l'historien Scholem, François Scholem, ne lui parle plus. Comme les Juifs qui ont survécu et qui étaient dans certains de ses conseils, eh ben, certains de ces Juifs qui ont quand même quelques morts sur la conscience, eh bien, ont fondé l'État d'Israël. Ils vont attaquer Hannah Arendt de diffamation. On sait maintenant que c'est faux, bien sûr. 1948, 850 000 Arabes sont chassés, sans parler de ceux qui sont tués. Hein. Elle le dénonce. Elle dit, si on fait ça, eh bien, on va nous le reprocher dans 50, 60 ans. On en est là, maintenant. Elle reconnaît que les conseils juifs ont fait ça sous la contrainte, mais tout de même, on peut essayer de ne pas faire de zèle, même si c'est sous la contrainte. Voilà, c'est sa réponse, c'est ça. Ce qu'elle fait remarquer, c'est que avant, sous la République de Weimar, même sous l'Empire, les Allemands étaient des gens tout à fait convenables. Et maintenant, ils en sont arrivés, après la guerre, à rechercher des fautifs, ce qui est normal. Mais il faut voir où est la faute et sans mettre d'œillères. Que la faute soit parmi les juifs communistes de l'Union soviétique, parmi, je sais pas moi, la franc-maçonnerie, parmi toutes sortes d'alliances de banquiers qui ont permis
au Troisième Reich de renaître de ses cendres après la guerre de 14, pas de renaître, de naître des cendres de la guerre de 14-18, eh bien, Hannah Arendt, elle a sans concession, et c'est ça qui fait son immense force. Je reviens quelques secondes, quelques instants, sur un peu avant la guerre. En 41, elle est dans l'Aufbau, c'est-à-dire c'est une forme de construction, et elle veut former une armée juive. Elle s'acharne, comme elle s'est acharnée à apprendre le français, à apprendre l'anglais. Et les origines du totalitarisme vont paraître en 51, hein, The Origin of Totalitarianism. Et il y a 3 parties dedans: l'antisémitisme, l'impérialisme, le totalitarisme. C'est simplement que je n'arrive plus à me détacher de cette brutale réalité des entreprises de destruction. Voilà ce qu'elle écrit. Elle pense que cette entreprise n'a rien à voir avec les Juifs et les Allemands, puisque, dit-elle, les Juifs peuvent l'utiliser eux aussi, suivant les circonstances historiques. En 1948, ils peuvent utiliser le totalitarisme contre les Palestiniens. Ils s'en sont servis lors de la révolution bolchevique, et ainsi de suite. Voilà un peu sa façon de voir les choses. En 51, Heidegger regrette de ne pouvoir le lire en anglais, son livre, mais Karl Jaspers s'est fasciné par ce livre. Elle a écrit en anglais et dit que le français et l'anglais sont plus aptes à traduire la pensée politique. De 37 à 51, elle sera d'ailleurs apatride, puisqu'on l'a déchue de la nationalité allemande, et en décembre 51, elle devient américaine. Elle est fière de son passeport, plus fière de son passeport que de son livre. Apatride, dit-elle, c'est être sans politique et donc sans action sur le monde. Elle remarque que l'Amérique est différent des États européens. Ce n'est pas un État-nation, c'est pas vraiment une démocratie d'après elle, mais l'essentiel est que la République prédomine sur toute autre forme de gouvernement. Les lois dominent sur le pouvoir intellectuel, des résolutions sont prises mais limitées par les lois. À l'époque, c'était vrai. Lorsqu'elle est jeune, je reviens sur son petit passé, son père meurt de paralysie quand elle a 6 ans, et elle est près de son père lorsqu'il meurt. Elle apprend, je l'ai dit avant, qu'elle est juive par le père, par d'autres enfants sur la route, mais elle ne s'en rend pas compte. Lorsqu'elle est adolescente, sa mère se remarie avec un veuf qui a 2 filles, et elle devient très amie avec sa demi-sœur qui se suicidera. À cause des événements du nazisme, son père se sépara de sa femme, qui est considérée comme impure parce que l'aînée, elle a été mariée précédemment à un juif, et il meurt à Königsberg durant la guerre. Il faut comprendre tout ce contexte-là, contexte de la nuit de cristal, 9 au 10 novembre 1938 aussi. Elle voit ça de loin, elle, puisqu'elle est en France, mais elle voit tout le mensonge. Le lendemain de la nuit de cristal, Goebbels, il ment en affirmant que le gouvernement allemand n'y est pour rien dans tout ça. Hitler préconise, excusez-moi, aussi, oui, mais Luther préconisait d'enfermer les Juifs dans des sortes de ghettos, de ne pas leur permettre de faire du commerce, de leur interdire, ça c'est Luther, hein, de rentrer dans les synagogues, de massacrer leurs rabbins et leurs théologiens. Et ça m'a toujours étonné que
on fait des documentaires surtout sur Arte, mais jamais un documentaire sur ça. À moins que je l'ai raté, c'est possible aussi. Mais j'ai jamais rien vu de là-dessus. Comment ça se fait que le protestantisme soit autant protégé? Alors, je reviens aussi quelques instants pour mieux la situer. 24-25, elle est à Marbourg et elle fait toujours dans ses études de philosophie, de théologie et de géographie. Et Heidegger avait 36 ans, elle en avait 18 quand même. Hein. C'est avec Karl Jaspers, elle va nouer non plus une relation amoureuse, mais amicale. Mais on le voit en 28, alors qu'elle est déjà plusieurs années à Marbourg, 3 ans à Marbourg, elle envoie encore des courriers brûlants à Heidegger et elle jure en 28, 29 de ne plus jamais aimer aucun autre homme. Mais tu parles, peu de temps après, elle se marie avec Günther Stern-Anders. Et voilà, pour situer un peu tout ça, elle témoigne que Günther Anders s'est merveilleusement occupé d'elle pendant toutes ces années de fuite, et ça l'a obligée finalement à réfléchir en ayant un peu tout perdu, et avec l'intelligence qu'elle avait, de réfléchir sur ce que l'être humain est capable de faire. Dès que vous avez un tyran, eh bien, c'est la peur qui prédomine chez les êtres humains autour de vous. Et la peur, évidemment, provoque la destruction des gens. Destruction morale, destruction éthique et tout ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là où tout est détruit en eux, par des biais cognitifs, ils vont vous persécuter parce qu'ils trouveront des raisons pour vous persécuter, qui sont fausses bien sûr, mais qui leur permettront à eux de survivre. En ce qui concerne Eichmann, il est plus facile d'être victime d'un démon que d'un fonctionnaire imbécile. Et Eichmann, il dit, lors de son procès, si cela n'avait pas été construit aussi hiérarchiquement, c'est clair qu'il n'y aurait pas eu autant de morts. Il y a eu lors de ce procès 3500 pages de rapports de police. Des fois, elle éclate de rire au propos d'Eichmann. C'est tellement bête. Elle utilise un ton ironique, elle le dit, dans la banalité du mal. On le lui a d'ailleurs reproché, mais c'est une manière aussi de démystifier tout ça. Pour transcrire la banalité, il faut ce ton-là, hein, dit-elle. Et son insistance sur la collaboration des conseils juifs mis en place par les nazis, comme je l'ai dit, lui vaudront des menaces de mort et beaucoup de violence. Mais elle dit que ça a été capital pour comprendre comment tout cela fonctionne. Elle est tombée relativement malade suite au procès d'Eichmann et à toute la violence à laquelle elle a dû faire part de la propos des Juifs, et elle s'est sentie exclue de la part des Juifs. Dans les années 49-50, elle va voyager quand même à travers l'Europe. La découverte des camps, les villes détruites lui cause une profonde détresse. C'est comme si jamais rien ne s'était passé, malgré les villes détruites. Et elle dit que elle n'est pas d'accord parce que on ne peut pas cesser de penser après les guerres. Il faut continuer de penser et de se demander comment les nazis ont réussi à faire tout ça. Elle va quand même dire à sa nièce
qu'il a accompagné lors du procès Eichmann, qui s'appelle Edna Brock. Je le dis en allemand, je le traduis après. Es gibt Dinge, die sind stärker als der Mensch. Il y a des choses qui sont plus fortes que l'être humain. Et on n'arrive pas à les comprendre, mais il faut quand même essayer de les comprendre. Elle va retrouver Heidegger après la guerre et Karl Jaspers aussi. Et elle va dire Heidegger a menti toute sa vie, mais que voulez-vous, je l'aime quand même. Ses amis diront d'elle que c'est une personne qui est véritablement fidèle en amour, en amitié. Et rompre avec Heidegger aurait été un mensonge pour elle. Ils se sont rencontrés une dernière fois en 1958 à Marbach. Et lorsque Jaspers aussi a eu le prix des libraires allemands, le prix de la paix. Voilà pour plusieurs grands personnages. Je ne suis pas rentré dans la philosophie de Heidegger, un peu dans celle de Jaspers, enfin très très peu. Mais pour vous situer comment ces gens ont été obligés de se poser la question par rapport à ce qui était en amont de nous, ce qui nous est arrivé comme comment dire, comme source de nos origines depuis des siècles et des siècles en arrière. Ces sources, est-ce que ça n'a pas créé une énorme inondation dans nos vies et comment cela a-t-il été possible? Alors chacun a dû se positionner entre 33 et 45. Hannah Arendt s'est positionnée vraiment par le fait de s'enfuir, de tenir bon, de chercher à comprendre. Karl Jaspers, dont la femme était juive, il a refusé de la répudier. Il a perdu son travail pendant des années et des années. Il a survécu aussi tant bien que mal, mais il aurait pu divorcer avec sa femme et retrouver un travail. Il a toujours refusé. Le seul qui a été vraiment dans la compromission, c'était Heidegger, qui était du parti nazi et qui après, bien sûr, a renoncé au nazisme, mais il s'est excusé. Mais comme le dit Hannah Arendt, ça a été un menteur toute sa vie. Merci de m'avoir écouté pendant une petite heure et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être clair, quelquefois je suis revenu en arrière, mais toujours en situant, je pense, correctement dans les époques. Merci, à une prochaine.